Que faire quand les parents ne veulent pas dire à l'école quelle maladie a l'enfant? Après, ça dépend pourquoi aussi. Alors, si on a l'idée qu'ils ne veulent pas dire, bah, ils viennent en disant que l'enfant est malade, ils ne veulent pas dire. Tout dépend à qui, si vous voulez. C'est pour ça que la question des équipes pluridisciplinaires, elle est essentielle. Les parents, souvent, ne veulent pas dire. Nous, ce qu'ils nous disent en tant que soignants, ils ne veulent pas dire parce qu'ils ont peur que leur enfant ne soit pas traité comme les autres. Ils ont peur qu'il soit mis sur la touche et donc ils ont peur qu'il ne réussisse pas. Ils ont peur qu'il n'y arrive pas. Ils ont peur que ça lui pose des problèmes dans sa scolarité. Ce n'est pas forcément totalement faux. Et puis, il y a des parents qui ne veulent pas parce qu'ils n'ont plus confiance dans le milieu scolaire. C'est aussi une réalité. Soit parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avant, soit parce qu'ils ont une mauvaise expérience du monde institutionnel en général, et en particulier dans les cas où il y a eu un nomadisme médical, c'est-à-dire des années, des mois, avant qu'un diagnostic soit posé. Et ça, c'est quand même assez fréquent. Ça insécurise les parents. Alors, vous allez dire, mais nous, on n'est pas l'hôpital. Mais il y a une sorte comme ça d'identification projective institutionnelle à tous les professionnels. Et l'hôpital n'ayant pas su mettre un diagnostic rapide ou étant dans l'incertitude des traitements, etc., des avis diagnostiques, bah, les adultes de l'école, ils ne vont pas être fiables. Donc, on ne fait plus confiance au monde adulte. Donc, ça, c'est les explications. Après, en pratique, dans l'idée, c'est d'essayer de comprendre avec les parents. Si vous leur dites, bah, pourquoi vous ne voulez pas? Ou si vous leur dites, vous devez. On est dans les deux cas très dans l'injonction, très défensif. Il est préférable d'essayer d'être dans la compréhension en leur disant, nous, à l'école, on accueille des parents, des enfants qui ont des maladies, autrement dit, il y en a d'autres. On sait que pour chacun, le parcours est différent. Ce qui nous importe, c'est votre enfant. On est là pour lui. Autrement dit, vous pouvez compter sur nous. Nous, pour l'aider au mieux, il y a des choses qui nous paraissent importantes pour pouvoir s'adapter, ne serait-ce que les horaires, la fatigue, peut-être les aménagements. Il a son cartable avec tous ses cours. Il y a peut-être un doublon de livres possible au collège, voyez. On ne va pas vous obliger à nous dire la maladie. Parce qu'il y a des maladies compliquées. Un enfant qui a le sida, vous ne le saurez pas. Probablement pas. Donc, ça peut être important de restaurer le sentiment d'appartenance auprès des parents parce qu'ils sont insécurisés qu'ils ne veulent pas le dire et parce qu'ils n'ont pas confiance. De les laisser, c'est leur choix, et de leur dire c'est votre choix. Nous, par contre, pour bien accueillir votre enfant à l'école, il y a des choses dont on a besoin de savoir. Il y a des choses pour ne pas le mettre en difficulté. Si l'enfant il a un problème gastro-intestinal, il faut pouvoir prévenir les profs que quand l'enfant lève la main en disant toilette, on ne va pas lui dire à la pause, hein. Des choses toutes simples, en termes d'organisation dans la classe, etc. Quand on essaye d'apprivoiser, de réapprivoiser la confiance des parents, c'est quelque chose que l'on arrive à travailler. Mais c'est un vrai processus, hein, le travail de la maladie, je le disais tout à l'heure, c'est aussi accepter de faire ce lien-là. Vous êtes plein de bonne volonté, mais l'institution scolaire fait peur à certains parents, et comme elle est autant désacralisée, autant attaquée socialement actuellement, elle est plus perçue comme elle a pu être à une époque, comme un lieu a priori sécurisant. L'hôpital, c'est pareil, hein. Donc du coup, il y a beaucoup de défiance. Et comprendre que les enseignants peuvent aider, peuvent accompagner, ça n'est pas simple. On a aussi des parents qui ne sont pas toujours assez informés des aides dont ils peuvent bénéficier. Le PAI, il y a des parents qui découvrent ça 3-4 ans après. Des enfants qui sont hospitalisés, on ne parle plus de scolarité, que ce soit en maison d'ado, que ce soit dans des soins palliatifs, parce que l'urgence, c'est leur santé. Mais il ne faut pas signer l'exéaï qui n'y ait plus du tout d'inscription scolaire. Vous voyez, c'est des choses de malentendus souvent entre la famille, des fois l'hôpital et l'école, qui créent une certaine défiance. Donc, comprendre, ça c'est important du côté des parents. Puis je pense une question à se poser en tant que professionnel, ça vous apporte quoi d'avoir le nom? Au final, posez-vous cette question. Parce que ça peut être très anxiogène d'avoir un enfant séropositif, vous avez pu l'approcher. En même temps, vous dites, bah oui, mais s'il a un accident de sang, il ne faut quand même pas que... donc, ok, ce n'est pas tellement qu'il soit séropositif, c'est savoir est-ce qu'il y a des besoins spécifiques, s'il se blesse, etc. Donc, c'est aussi ça, ce travail de décryptage, il est à faire des deux côtés. Comprendre pourquoi les parents sont défiants, voir comment on peut les accompagner en restaurant le sentiment d'appartenance, et puis voir aussi à nous, professionnels, pourquoi on veut connaître le nom à ce point-là. En nommant les choses, on est des fois on se dit qu'on va être plus disponible, mais je connais des collègues qui ont eu le nom de la maladie, qui, comme tout le monde, ont été sur Internet, à pas faire, enfin, pas sur n'importe quel site. Hein. Orphanet, des sites comme ça, officiels, mais pas Doctissimo ou d'autres. Vous avez tous les gens qui vont pas bien, toutes les photos les plus horribles. Donc voilà, il faut aussi savoir trouver la bonne information. Les médecins, les infirmières peuvent avoir un bon relais, sont un bon relais dans les milieux scolaires, pour ne pas être en veille. Donc, ce n'est pas tellement le nom
de la maladie qui va être aussi important que ça. Ça, c'est juste une demande manifeste. Au niveau latent, ce qui est important, c'est de comprendre les besoins et comment nous, on va pouvoir l'aider. J'ai pour l'instant 5 questions et pas beaucoup de temps. Juste pour faire passer l'info. Comme ça, on nomme. Alors vite, si on considère l'hôpital comme une expérience de vie et pas seulement une situation de maladie, la question étant quid de la valorisation de la sociabilité de l'enfant malade à l'hôpital ? A priori, l'enfant, s'il n'est pas malade, il n'est pas à l'hôpital. Enfin, je lui souhaite de ne pas être à l'hôpital. Donc quand il est à l'hôpital, c'est qu'il a quand même une expérience d'une vie malade. Donc c'est déjà important. Mais c'est un espace de rencontre, un espace de vie créatif, entre guillemets, mais qu'on pourrait quand même vouloir épargner à beaucoup d'enfants. Donc comment on fait pour que cet espace-là ne soit pas traumatogène ? C'est souvent dans le lien, et entre autres le lien entre ce qui se passe à l'hôpital et l'école, qui lui permet de ne pas être coupé de sa vie d'élève et pas de sa vie d'enfant avec tous ses camarades. Sur le fait que tu as parlé d'identicité, je ne suis pas sûr que ça soit si clair pour les gens. En 30 secondes. L'égalité, on entend les garçons, les filles sont égaux, etc. Avec cette idée, les femmes et les hommes sont égaux. Un homme, une femme, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. L'égalité, c'est la valeur. Et en France, il y a une vraie confusion. Alors, je ne parlerai pas de la théorie du genre, sinon on est encore là dans une semaine. Mais on a vu les dégâts de cette confusion-là. Filles et garçons sont égaux. Oui, ils ont la même valeur humaine, psychiquement. Ils valent la même chose en tant qu'être humain. Mais c'est quand même pas pareil. Je ne ferai pas de cours de biologie, de cours du fonctionnement psychique, du cours de fonctionnement émotionnel. Un garçon, c'est pas une fille. Donc l'identicité, c'est-à-dire ils sont identiques, c'est des clones. Eh ben non. Et un enfant qui a une leucémie, c'est pas un autre enfant qui a une leucémie. C'est différent. Chaque enfant est singulier. À chaque fois, il faut pouvoir s'adapter. Même si l'égalité au sein de l'école de tous les enfants malades, de tous les enfants, doit être assurée, pas toujours le cas. C'est pas pour faire quelque chose d'identique, parce qu'à chaque fois, et c'est un art, et vous êtes de véritables artistes dans votre domaine, il va falloir vous ajuster et adapter à chaque enfant. Je ne sais pas si tu auras la question, comment les écoles choisissent d'alléger les emplois du temps pour les enfants malades ? Le PAI est l'outil qui leur permet de le faire, projet d'accueil individualisé, ça dans la loi c'est tout à fait possible. Après ça va dépendre de la bonne volonté, des moyens, etc. Mais globalement ça se fait bien, il y a eu d'énormes progrès par rapport à ça, mais ça ne peut se faire que s'il y a un bon partenariat entre les parents et l'école. C'est-à-dire que l'école peut constater, si les parents ne veulent pas le PAI, s'ils ne sont pas informés du PAI, déjà il n'y en a pas, mais s'ils ne veulent pas du PAI, ça ne se fera pas. Par contre, quand le PAI est proposé, tout est possible. Vous avez des enfants qui peuvent être scolarisés que le matin, juste quelques heures. Tout est envisageable grâce au PAI. Il faut pouvoir le porter, pouvoir mieux l'expliciter. Et certaines fois, dans certains établissements scolaires, pouvoir mieux l'expliquer aux enseignants qui sont un peu paumés par rapport à ça et qui ont l'impression que le gamin est un touriste qui vient à certains cours et qui choisit ses cours. Donc il faut pouvoir aussi expliciter davantage au sein même de l'institution les aménagements d'horaires possibles. Après, c'est le côté de l'alliance entre les enfants malades, les parents, la fratrie, le milieu soignant et scolaire. Comment on peut renforcer ça ? Et comme ça, je fais la question double. Et c'est les marqués problèmes spécifiques des situations de handicap. Donc, je pense entre le côté malade et handicap, est-ce qu'il y a beaucoup de différences ? Enfin, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Est-ce qu'il y a des choses vraiment plus spécifiques ? Et sur le côté de l'alliance, comment on peut renforcer tout ça ? Difficile, je sais, en très peu de temps. En 15 secondes, c'est extrêmement difficile. Faire attention de ne pas blesser davantage, j'aurais envie de dire. Si vous prenez un enfant qui a sa fratrie, les fratries d'enfants malades ou d'enfants handicapés, très souvent, sont pris pour des AVS. J'en suis désolée, mais tu tombes bien, tu es là, accompagne ton frère aux toilettes, tu vas l'aider à manger, porte-lui ses devoirs, ou le frère est hospitalisé, et à ce moment-là, on va lui demander comment va ton frère, il va bien, et il faut lui demander, et toi, comment tu vas ? C'est quand même la première des priorités. Donc, on voit à quel point, comment faire pour éviter les déliaisons, éviter les souffrances intersubjectives, c'est que chacun ait sa place, que l'enfant malade, ce ne soit pas le projet de la classe. Et ça, on le voit beaucoup, parce que les autres enfants vont dire « oui, mais moi, je compte ». L'inquiétude, elle est légitime, mais ça ne peut pas être un projet dans une classe. Que la fratrie ne soit pas le dépositaire de ce lien entre les parents, l'école et l'enfant malade. C'est très souvent le cas, parce qu'on pense bien faire, parce qu'on va à la facilité, on donne les devoirs, mais ça vous place cet enfant-là à une place qui n'est plus la sienne. Ils vivent déjà des choses extrêmement compliquées, les fratries d'enfants malades, c'est très compliqué. Et si un enfant arrive dans une école où son frère était et où son frère est mort, il a le droit d'aller dans cette école. Et éviter ce que j'ai vu récemment,
des professeurs qui, sachant qu'il allait être inscrit dans le collège, c'est un enfant qui venait dans le collège et il y avait eu un décès 3 ans auparavant de son frère en 3e en classe de neige, les professeurs ont fait une pétition en disant à l'inspecteur d'académie que ce n'était pas souhaitable qu'il vienne. C'est un droit fondamental et il faut pouvoir le regarder comme un enfant qui a perdu une fratrie, donc vous ne lui demanderez pas sur la petite fiche de marquer qu'il est fils unique, il a une fratrie avec un frère mort, il a le droit d'être là. Il a le droit qu'on le regarde comme un enfant et pas comme le frère de celui qui est mort. Côté maladie, handicap ? Même combat, j'allais dire. Maladie, handicap, même combat. C'est-à-dire que l'accompagnement va être certaines fois différent parce que le handicap, il y a cette notion de choses qui peut être... Alors, le handicap, là aussi, c'est extrêmement variable. Visible, pas visible, et qui peut être acquis ou qui peut être évolutif. La maladie, il y a la notion de possibilité d'être soigné, d'être guéri. Donc, dans la représentation, ça peut être différent, mais dans l'accompagnement à l'école, il faudra avoir la même chose en tête. Je profite d'avoir le micro 2 secondes pour vous dire qu'il y a une étude dont vous avez peut-être entendu parler, que j'ai initiée avec le conseil scientifique de l'OCIRP sur l'école, l'orphelin et l'orphelin, qui a été publiée la semaine dernière à l'IFOP. Je transmettrai à l'APSU la synthèse, qui est essentielle. C'est la première fois, nous on n'a rien appris, mais c'est la première fois qu'on a des données quantifiables, objectivables, qui permettent de voir que l'école, dans 75% les enfants orphelins ont besoin d'être un élève normal, ils le disent. 80% des enseignants ont déjà été confrontés à des enfants orphelins, demandent à pouvoir parler de la mort à l'école. C'est un vrai sujet et ça n'est pas abordé. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont sorties de cette étude. On va mettre en place un élément de repérage. Alors, j'aime pas le terme de guide, même si c'est le terme qui est pour l'instant gardé, mais pour pouvoir au moins donner des repères par rapport à cette étude innopratique aux professionnels de l'école qui se retrouvent avec un enfant orphelin. Le deuil n'est pas une maladie, ça peut le devenir quand on a vu son parent mourir, et ça peut conduire à des maladies après réactionnelles à cette souffrance du deuil. Mais comment on fait avec un enfant orphelin qui arrive dans la classe, qui repart, qui est là alors qu'on vient d'être prévenu par téléphone que le papa vient de mourir, mais vous avez le gamin de maternelle qui est dans votre classe, il n'est plus là pendant 3 mois, etc. Comment on peut faire par rapport à ça? C'est une étude prospective avec des enfants orphelins de la maternelle au lycée. 1500 personnes ont répondu, et des adultes de moins de 25 ans, orphelins, durant leur scolarité. Et je pense que c'est important, sur la thématique de la journée, d'en parler, parce que là, c'est aussi une réalité aux mille effets. Je vous remercie. Dernière. On en a une toute dernière quand même, au fait durable. Pour terminer, mais après on aura fini sur les questions, qui était plus sur une situation d'un enfant phobique qui revient, phobique scolaire hein, bien sûr, qui revient à l'école. Est-ce qu'il y a des pistes ou des idées pour pouvoir rendre acteurs et moteurs les autres élèves pour, je suppose, bien l'accueillir, on va dire. Alors, le numéro de septembre 2017 de la revue de santé scolaire universitaire sera consacré aux troubles anxieux scolaires, puisqu'on ne parle pas de phobie, mais de troubles anxieux scolaires, avec justement différentes pistes. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, mais il faut pouvoir comprendre à ce niveau-là d'où vient le trouble anxieux scolaire. Vous avez des enfants qui ne veulent plus aller à l'école parce qu'ils ont perdu quelqu'un à la maison, parce qu'ils ont été malades, ils ont peur de quitter l'entourage familial en se disant si je pars, il y a une autre catastrophe et la mort va revenir. D'autres qui ont des troubles anxieux scolaires parce qu'ils sont victimes de harcèlement, de pratiques dangereuses au sein de l'école. Donc intervenir, c'est essentiel, mais vous voyez bien, si on ne sait pas à quoi est lié le trouble anxieux scolaire, ne serait-ce que si on met un PAI avec retour à l'école, s'il a un trouble anxieux scolaire parce qu'il a été harcelé, menacé ou parce qu'il est terrorisé par les apprentissages, l'ergonomie, on le fait revenir dans les murs de l'école, elle n'est pas du tout adaptée. Il vaut mieux l'essayer ou ailleurs ou au domicile. À l'inverse, si le trouble anxieux est lié à la maison, c'est bien d'adapter un autre espace. Donc, il faut pouvoir comprendre, avant de se précipiter à intervenir, auprès de l'enfant, auprès de la famille, auprès des professionnels extérieurs qui suivent cet enfant, et de permettre aux enfants de comprendre, aux autres enfants de comprendre aussi. C'est très stressant quand vous avez un camarade qui n'est pas là, et ce n'est pas simple dans les classes à gérer, un camarade qui n'est pas là, qui revient, qui repart. Et la phobie scolaire, c'est traduit par la peur de l'école. Avoir peur de l'école, c'est très anxiogène pour les autres. Donc, c'est le décryptage qui est important, mais on ne peut le faire que si on connaît les raisons pour lesquelles l'enfant n'est pas là. Et on ne peut le faire qu'en associant cet enfant et en associant les autres enfants. À l'école, il y a des moments simples, il y a des moments difficiles. On peut vivre des choses faciles, des choses compliquées dans la vie. Des fois, quand on vit des choses difficiles, c'est pas simple d'aller à l'école. C'est ce qui se passe pour votre camarade. C'est très simple, quand on dit comme ça. Ça évite de trop stigmatiser. Et quand il revient, c'est important parce qu'on est un groupe, parce qu'on est aussi plus solide en groupe, de faire attention à lui, d'être présent pour lui et de le considérer comme un de vos camarades sans le mettre de côté. C'est aussi tout un apprentissage pour le coup de la citoyenneté, du vivre ensemble, du prendre soin ensemble, et ça participe aussi à renforcer cette fameuse résilience collective. Prendre soin du groupe, c'est essentiel. On sait que c'est compliqué, mais
Un enfant malade, un enfant handicapé peut permettre aussi au sein des classes, au sein de la dynamique scolaire, au sein des équipes, et on le voit au quotidien sur le terrain, d'être source d'une créativité assez incroyable. Donc continuez, ne lâchez pas et prenez soin de vous pour rester disponible pour ces enfants. Merci.